Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour ce live, nous allons nous intéresser à la prise de parole de Vladimir Poutine depuis les récents événements ou depuis les dernières attaques de l'Ukraine sur la Russie. Alors, je remercie toutes les personnes qui viennent à mon aide. Cette vidéo, je l'ai recherchée hier parce que pour moi, il est important de ne pas écouter le discours décontextualisé de Vladimir Poutine comme on fait d'habitude. Surtout les médias mainstream, vous voyez cette intervention de Vladimir Poutine où on ne vous présente que 15 secondes ou 10 secondes. En vérité, c'est un discours de 4 minutes 45 dont nous allons écouter le décryptage ici. C'est parti. Chers collègues, concernant les discussions de la première partie de notre réunion d'aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots, puis nous passerons à la deuxième partie. Alors, premièrement, une chose que j'avais relevée la dernière fois que je vous ai commenté un discours de Vladimir Poutine, c'était quand il réagissait après avoir parlé avec Donald Trump, où il disait « Mes collègues m'ont demandé de vous faire un compte-rendu ». Ici encore, il reprend, j'avais dit que c'est très... J'avais apprécié le fait qu'il parle de ses collaborateurs en les appelant collègues plutôt que collaborateurs. Et j'avais trouvé ça plutôt cool de sa part. Et ça se confirme. Maintenant, moi-même, je peux le dire et je peux le comprendre. Vladimir Poutine appelle ses collègues collaborateurs. Enfin, appelle ses collaborateurs ses collègues. Tout d'abord, je demande au gouvernement et aux autorités régionales de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les familles des victimes. Je tiens à exprimer mes sincères condoléances. Ces familles ont besoin d'aide. Je tiens à remercier les employés du ministère des Situations d'urgence, les employés des chemins de fer russes et d'autres services pour tout ce que vous avez fait. Chers amis, en portant assistance... Voilà. Donc ici, contrairement à ce que nous voyons sur les médias mainstream, excusez-moi de me gratter un peu le nez, contrairement à ce que nous voyons sur la plupart des médias mainstream, nous voyons bien qu'ici, c'est une intervention de Vladimir Poutine destinée à sa population. Il vient ici s'adresser, il vient ici rendre ses respects ou ses condoléances aux familles des endeuillés, remercier ceux qui ont secouru. Donc, il s'adresse à la Russie. Ce n'est pas un discours destiné à l'international. Chose très importante pour la suite du live. Aux personnes touchées par cet incident très grave, la récente explosion de voies ferrées dans les régions de Briansk et de Koursk. Il s'agit assurément d'un acte terroriste, et la décision de commettre de tels crimes, qui a bien sûr été prise en Ukraine, au niveau politique. Voilà. Et donc, ici, premier fait notable à relever, on disait que pour l'instant, le Kremlin, Vladimir Poutine, la Russie n'avait pas qualifié les actes de sabotage sur les ponts à Koursk et à Briansk. Ici, vous avez la qualification de ces deux actes par Vladimir Poutine lui-même qui considère que ce sont des actes terroristes. Que voudrais-je souligner à ce propos? Bien sûr, partout et toujours, lors des conflits armés, à notre grand regret, des civils souffrent. Mais ce qui s'est passé à Briansk, dans la région de Briansk, est une attaque ciblée contre des civils. Selon toutes les normes internationales, de tels actes sont qualifiés de terrorisme. Voilà. Et donc ici, il vient encore repréciser pourquoi il qualifie de terroriste, mais j'ai fait pause parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas relevé la première chose qu'il a dit. Pour lui, les responsables de ces actes sont les Ukrainiens, puisqu'il dit que la décision de commettre de tels actes ont été pris par les autorités politiques de l'Ukraine. Tous les crimes ont été commis contre des civils, y compris des femmes et des enfants. À la veille du prochain cycle de négociations des pourparlers de paix que nous avons proposé à Istanbul visait certainement à perturber le processus de négociation. Le coup a été porté. Voilà. Donc, après avoir qualifié les actes, il dit l'objectif pour lui de ces actes. Ce qui est sûr, c'est que l'opération des avions, c'est une opération qui date de longue date.
On ne sait pas si ça vient totalement des Ukrainiens qui avaient totalement la main dessus, ou, comme on le soupçonne, c'est l'OTAN ou l'Angleterre qui avait la main dessus. Peut-être que les Ukrainiens avaient juste à récolter les résultats et à se vanter d'avoir fait ça, et les vrais commanditaires, eux, ont fait exprès de faire ça. Par contre, pour ceux qui sont des actes de Bryansk et de Kursk, ça a été décidé récemment, puisque ce sont des événements qui sont arrivés récemment. Et quand on regarde la configuration du terrain, ça ne peut pas être une infiltration de 18 mois. Et donc, comme il dit, les objectifs de bombarder ou non, piéger les ponts, casser les ponts pour que ça tombe sur des rails. En plus, la similitude des deux ponts qui sont cassés en tombant sur les voies ferroviaires ne laisse pas de doute sur le fait que les Ukrainiens voulaient à la fois casser les voies de communication par route et les voies de communication ferroviaires, sans se préoccuper de savoir si sur les voies ferroviaires ou sur cette route, les civils y circulaient ou pas. Et les décès ont été essentiellement des civils, comme décrit Vladimir Poutine. Donc, par conséquent, Poutine considère que si on fait un tel acte à 2 jours de négocier, probablement c'est parce qu'on veut envoyer le message que on ne veut pas négocier, ou on veut négocier mais on veut changer le rapport de force. Or, le rapport de force, il fallait le changer sur le plan militaire et non sur le plan de s'en prendre aux civils et des infrastructures civiles. Et donc ici, c'est très important parce qu'il faut comprendre ce qui se passe ici, parce que dans cette intervention, il n'y a aucun, parce que je l'ai vu hier et je l'ai commenté, il n'y a aucune référence aux attaques des avions qui sont des attaques militaires. Et comme il a dit, dans une guerre, c'est regrettable, mais il y a toujours des civils qui meurent. Mais vouloir s'en prendre de façon délibérée que aux civils, là, on bascule sur autre chose. Porté intentionnellement à la population civile. Cela ne fait que confirmer nos craintes que le régime déjà illégitime de Kiev, qui a pris le pouvoir une fois, ne dégénère progressivement en une organisation terroriste et que ses commanditaires deviennent complices des terroristes. Voilà. Donc ici, il surenchérit. Il considérait déjà que les autorités de Kiev, ils étaient illégitimes pour lui parce qu'ils n'ont pas renouvelé les élections. La légitimité de Zelensky ne vient pas du peuple, mais ça vient des Occidentaux qui l'ont autorisé à faire la loi martiale et à écarter toute possibilité de faire des élections. Ensuite, non seulement il est considéré illégitime, mais maintenant il vient de rajouter sur eux la qualification de terroriste. Nous savons comment les Occidentaux se vantent tous les jours que ceux qui sont en Palestine n'ont pas droit à la parole parce qu'eux ont décidé que c'était des terroristes et qu'il fallait absolument, eux, les éliminer. Et c'est pour cela qu'ils avaient accordé un droit de riposte inconditionnel au peuple, au pays que vous connaissez. Et donc ici, il n'est en train que de reproduire toute la bêtise avec laquelle les Occidentaux justifient ce qu'ils font. Et c'est très important parce que vous allez voir à la suite du live que maintenant que Poutine lui fait ça de manière légitime, eux, ça leur pose problème à eux, que Poutine dit que maintenant qu'ils ont fait des actes terroristes, c'est des terroristes. Et surtout, Poutine, il rajoute, leurs commanditaires sont complices. Et leurs commanditaires, on voit bien que là, ça s'adresse directement aux Occidentaux. Mais il y a une précision que nous allons voir dans la suite du live, qui est que dans les Occidentaux, nous voyons bien une séparation de plus en plus forte dans le soutien à l'Ukraine entre les Européens qui, depuis la plupart de ces actes sont arrivés, restent dans le silence parce qu'ils savent que là, on est rentré dans une zone où eux-mêmes, ils avaient peur d'y aller, mais l'Ukraine a mis les pieds. Et les Américains qui, eux, clairement,
se détache totalement et de l'Ukraine et de l'Europe par rapport à ce qui s'est passé et par rapport au futur. Rappelons-nous récemment les autorités ukrainiennes et leurs alliés. Les alliés rêvaient d'une défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, face à d'énormes pertes, ils reculent sur toute la ligne de front. Tentant d'intimider la Russie, les dirigeants de Kiev se sont lancés dans l'organisation d'actes terroristes et, parallèlement, ils demandent la suspension des hostilités. Ils réclament une réunion au plus haut niveau, mais aussi la tenue de telles réunions dans ces conditions. Pourquoi discuter? Qui négocie avec eux? Autrement dit, les terroristes misent sur le terrorisme. Et pour cela, il faut les encourager en leur accordant un répit dans les actions militaires. Voilà. Nous y sommes. Donc là, Poutine vient de attraper l'Ukraine dans le jeu qu'ils ont longtemps réclamé. Vous vous souvenez, Emmanuel Macron, à quel point il réclamait les négociations. Vladimir Zelensky, à quel point il réclamait les négociations, à quel point il réclamait un cessez-le-feu préalable aux négociations. Et à chaque fois, leur justification, c'était de dire que la Russie ou Vladimir Poutine ne veut pas la paix parce qu'il ne veut pas accorder un cessez-le-feu à l'Ukraine. Mais là, l'Ukraine qui voulait un cessez-le-feu a basculé dans autre chose maintenant qui rend illégitime, infondée, toute demande de cessez-le-feu ou toute demande de négociation de l'Ukraine. Donc, je ne sais pas si Zelensky et ses amis avaient réfléchi aux conséquences de leurs actes, mais en fait, ils ont offert à Poutine aux yeux du monde, parce que les Occidentaux, clairement maintenant, on s'en fout, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent dans leur télé, mais grâce à des chaînes autres comme les miennes et d'autres, on voit clairement maintenant dans leur jeu. C'est qu'ils ont tellement poussé l'Ukraine que l'Ukraine a donné maintenant à la Russie et à Vladimir Poutine les mêmes armes, les mêmes justifications que les Occidentaux quand ils ont rasé l'Irak, quand ils sont partis en Afghanistan, quand ils sont partis en Libye. Donc là, Poutine, il a les mêmes justifications. Et encore là, c'est plus direct parce que c'est là et on sait que c'est eux. Pour Kadhafi, on sait que c'est un mensonge. Pour l'Irak, on sait que c'est un mensonge. Pour l'Afghanistan, on sait que Ben Laden, il était là-bas. Mais il y a des choses bizarres qui se sont passées qui ne renvoient pas toute la responsabilité nécessairement à là-bas. Mais, et surtout pour le 7 octobre, c'était la justification à tout ce qui se passe maintenant. Là, maintenant que l'Ukraine a fait ça, sans même encore arriver aux menaces nucléaires qu'ils ont fait, qu'est-ce que les Occidentaux peuvent opposer à ça? Et vous allez voir tout à l'heure, maintenant, eux, ils commencent à dire que Poutine, il cherche un prétexte. Est-ce un prétexte quand on a vu ce qui s'est passé et quand on a vu les morts qui en découlent? Celles-ci serviront à alimenter le régime en armes occidentales, à poursuivre la mobilisation forcée et à préparer d'autres attentats terroristes similaires à ceux perpétrés dans les régions de Briansk et de Kursk. Quant à la question des zones reculées, Voilà pourquoi il n'y aura plus de cessez-le-feu. À quoi bon leur accorder un cessez-le-feu si c'est pour recevoir des armes, se remobiliser et commettre encore plus d'attentats sur notre sol? Donc là, je ne sais pas s'il va changer d'avis, mais ce qu'il est en train de dire à la Russie et aux Russes, c'est que alors que nous étions en train d'envisager de plus ou moins leur accorder un cessez-le-feu, ils s'en sont pris aux civils de notre pays. Donc pour cette raison, nous n'avons plus aucun intérêt à leur accorder un cessez-le-feu. Donc là, Poutine est plus ou moins en train d'enterrer toute idée de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Sergueï Viktorovitch, nous avons déjà évoqué séparément le niveau de nos négociateurs pour la trêve humanitaire. Conformément à la pratique internationale généralement acceptée, ce niveau est déterminé par le pays qu'il représente. Puis-je évaluer ce niveau de l'extérieur?
uniquement par ces personnes. Ces experts, qui disposent eux-mêmes d'une autorité inconditionnelle et d'un haut niveau de compétence. Quelle autorité peuvent avoir les dirigeants d'un régime totalement corrompu et dépravé? Le monde entier en parle. Voilà. Et donc, ici, Poutine il vient de délégitimer les experts qui négocieraient une trêve ou qui voudraient négocier une trêve humanitaire au nom de l'Ukraine. Parce qu'il dit, ces experts-là ont une certaine expertise et une autorité inconditionnelle. Cependant, comment pourrons-nous accepter une autorité d'un expert de ce pays qui fait cela et donc qui est complice des attentats pour venir négocier une trêve humanitaire avec nous? Donc là, on est petit à petit en train de refermer toute idée de négociation d'un cessez-le-feu, d'une trêve ou quoi que ce soit. Donc ça va aller soit directement à la paix, soit directement à la capitulation. D'après moi, c'est que j'en comprends. Poutine, il est en train de refermer toute idée de pourparler, de je sais pas quoi. En fait, Zelensky vient de lui offrir ce qu'il voulait en fait. Parce que les alliés de l'Ukraine, comme Macron il était là-bas, eux, ils voulaient absolument que Poutine montre sa volonté d'arriver à la paix, en acceptant une trêve ou un cessez-le-feu. Parce que pour eux, il fallait d'abord une trêve pour montrer que tu veux aller à la paix. Et Poutine a toujours dit, nous voulons directement la paix et ensuite parler de conditions de cessez-le-feu. Et là, vu que l'Ukraine vient de s'attaquer aux civils, on raye toutes conditions d'une trêve. Ça va se bastonner jusqu'à la fin. Soit l'Ukraine va demander pardon politiquement par des négociations en acceptant ce qu'on veut, soit militairement, on va prendre tout ce qu'on a à prendre. Et là, maintenant, vous réalisez ce que Emmanuel Todt disait. Emmanuel Todt disait, il n'y aura pas de négociation. Ça coûte tellement cher à la Russie, ce qu'ils sont en train de faire là, démographiquement, financièrement, et même au niveau de la vie, parce qu'ils ont été sanctionnés, que les Russes n'accepteront rien que la sécurité totale avant de s'arrêter. Et les Européens essaient de piéger Vladimir Poutine en essayant de soi-disant montrer qu'il ne veut pas la paix, mais maintenant il a une raison symbolique légitime de ne plus vouloir la paix. Et eux, ils n'ont plus de raison légitime, symbolique de demander un cessez-le-feu. Ceux qui, par la volonté desquels les forces armées ukrainiennes, par exemple dans la région de Koursk, ont subi d'énormes pertes insensées, peuvent être fiers d'une telle compétence. Et aujourd'hui, ils subissent défaite après défaite sur le champ de bataille. Apparemment, nous avons affaire à des gens qui non seulement manquent de compétences significatives, mais aussi d'une culture politique élémentaire. S'il se permet certaines déclarations, voire des insultes directes à ceux avec qui il tente de s'entendre, ce n'est pas la première fois. Quant au nouveau refus de cesser le feu à 14h03 pour des raisons humanitaires, ce n'est pas la première fois. Cela ne nous surprend pas, mais nous convainc simplement que le régime actuel de Kiev n'a absolument pas besoin de paix. Pour lui, la paix signifie très probablement la perte du pouvoir. Le pouvoir pour ce régime est apparemment plus important que la paix. Et que la vie des gens, qui apparemment le confirme, et aussi la pauvreté. Mais nous aborderons toutes les nuances de cette question avec certains collègues et nous entretiendrons avec le ministre des Affaires étrangères et les représentants du bloc de sécurité lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité. Et ici, vous avez la synthèse de tout ce qu'on vous dit ici depuis le début de ce conflit. Vous avez la synthèse de tout. Vladimir Poutine parle de paix. Zelensky et ses alliés parlaient de cessez-le-feu et de trêve. Et Vladimir Poutine, il a dit qu'eux ne poursuivent pas le même objectif que lui. Lui, il veut la paix, eux, ils veulent maintenir la guerre. Nous savons pourquoi Zelensky
et les Européens veulent maintenir la guerre. Les Européens veulent maintenir la guerre pour justifier leur réarmement parce qu'ils ont bien compris qu'au niveau de l'armement, ils ne sont pas au niveau. Maintenant que les États-Unis ont décidé de se mêler de leurs affaires, ils se rendent compte qu'ils sont à poil. Et donc, ils ont besoin de justifier tout l'argent qui va être dépensé par un conflit, par une peur. Donc, et ils ont besoin que la guerre de l'Ukraine dure. Zelensky et ses amis ont besoin que la guerre de l'Ukraine dure pour sécuriser leur départ, puisqu'ils savent déjà qu'ils sont illégitimes. Les conditions de Vladimir Poutine posées ne permettent pas ni à Zelensky ni à son entourage de rester au pouvoir ou de signer quoi que ce soit. Donc pour que cette situation s'arrange, il faut nécessairement qu'ils partent. Donc eux, ils font durer la chose parce que il faut qu'ils s'assurent que quand ils partent en sécurité. Donc, les alliés de l'Ukraine, les Européens, et le gouvernement ukrainien actuel sont complices de vouloir à ce que cette guerre perdure. Et ça vient confirmer ce que Jacques Beau disait déjà. À chaque fois, ils ont fait semblant de vouloir la paix avec la Russie, d'obtenir une trêve et non pas une paix, parce que la seule paix qu'ils avaient signée, et encore, il fallait qu'il la fasse respecter, c'était Minsk 2, que les Américains ont dit qu'ils ne seront pas complices de ça. Ils l'ont pas respecté. L'accord de avril 2022, quand ça a été signé et que les Russes se sont retirés de bonne foi, ils l'ont pas respecté, ils ont jeté l'accord, ils ont au contraire déclenché cette guerre maintenant qui est à sa 3e année et nous allons vers la 4e, et il ne reste plus que 7 mois pour arriver à la 4e. Et donc, désormais, comme Poutine l'avait dit quand il avait visité la base de la marine, ça ne sera pas à leurs frais. Et encore moins après les 2 attentats qui ont cassé le pont, qui ont causé des déraillements et qui ont causé des morts civiles. Donc, je ne sais pas. Après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer ensuite, mais en tout cas, Vladimir Poutine, dans ce discours, s'est adressé à sa nation, pas à l'étranger, en disant ce qui s'est passé et en disant plus ou moins aux Russes que ce tour-ci, on va aller jusqu'au bout. Il n'a pas dit qu'il va faire de la dinguerie ou des folies parce que les Européens ont déjà peur, comme on va voir à la suite, mais il a dit nous allons aller jusqu'au bout. Ce qui va nous ramener sur notre 2e point, qui est la réaction de Zelensky depuis que Poutine a parlé, Trump a parlé. Et le secrétaire d'État américain aussi a fait quelque chose qui montre bien que ce tour-ci, l'Ukraine n'aura pas la bienveillance des Américains après les choses qu'ils ont fait. C'est parti. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. Peace out à tous, bon week-end et à la prochaine.